Salut à tous, bienvenue chez Padark, c'est Adrien. Aujourd'hui, petite vidéo sur les flèches. Du moins, sur les flèches, dans tout ce qui va rester dans la théorie des flèches. Vous verrez que si vous êtes débutant, que vous commencez un petit peu à vous intéresser aux flèches, vous êtes très vite rendu compte, je pense, que le monde des flèches est un monde qui est encore très très vaste. Donc, cette petite vidéo sera là un peu pour essayer de vous dépatouiller dans tout ce monde de flèches et multitudes de fabricants, de composés, d'indications. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses où dans le monde de l'archerie on pourrait faire simple, mais ils ont décidé de faire compliqué. Mais voilà, je vais essayer de vous dépatouiller un peu avec tout ça. On va surtout parler de flèches carbone pour arc à poulie, encore une fois type échat. Je vais parler de ce que je connais. On va parler un petit peu des flèches aussi pour le tradi, mais ça sera vraiment dans la généralité. J'en parlerai pas dans la profondeur parce que encore une fois, il y en a d'autres qui font ça mieux que moi. Si vous voulez vraiment vous intéresser à ça, vous pouvez aller sur la chaîne Robtrad Archery, comme je vous avais déjà dit. Il parle très très bien de ça, des fubois et des flèches carbone pour tout ce qui est tradi. Allez, c'est parti. Alors déjà la première chose qu'on va voir déjà quand on veut choisir une flèche, déjà, ça va être la matière. Alors la matière, il y en a plusieurs types, d'accord. Vous avez déjà le bois. Alors déjà dans le bois, il y a plusieurs essences de bois. Donc le bois sera surtout vraiment orienté pour des arcs traditionnels, pour des arcs tradis. On tire jamais de flèche en bois avec un arc à poulie. Euh, voilà, donc vous avez le bois, vous avez des tubes en aluminium, vous avez des tubes en aluminium et carbone, d'accord, donc c'est un tube en aluminium qui est enroulé d'une fibre carbone, et vous avez des tubes en carbone. Alors nous on va beaucoup s'intéresser aux tubes carbone. Maintenant, dans la théorie, tout ce qu'on va dire s'applique aussi aux tubes aluminium ou aluminium carbone et aussi un peu au fubois, mais les désignations et tout ça sont pas forcément les mêmes selon la matière de la flèche. Donc là, on va vraiment parler de tout ce qui est carbone, d'accord? Alors, le carbone, et ben rien que le carbone déjà, et ben il y a plusieurs types de carbone. Déjà que ce soit dans le process de fabrication, il y a plusieurs process de fabrication des flèches en carbone. Vous avez ce qui a été fait un petit peu en premier dans les flèches carbone, c'était de la fibre longitudinale. C'est-à-dire que c'est de la fibre qui est en ligne sur le tube, comme ça. Donc comme on peut voir, celle-ci, elle est cassée. Quand on la casse, ça fait une espèce de fibre en longueur, comme ça. Donc il y a déjà ce premier type de fibre, et ensuite vous avez de la fibre, c'est de la fibre qui est venue un peu plus tard, c'est de la fibre qui est enroulée. Je ne sais pas si vous voyez, on a les fibres carbone avec à l'intérieur une fibre qui enroule ce carbone. Alors pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement pour solidifier les flèches. Parce que le carbone, quand il est arrivé, alors ça marche très bien, hein, c'est du très bon, c'est de très bonnes flèches, sauf que les chasseurs se sont rendus compte qu'elles avaient très vite tendance à casser, qu'elles étaient un peu trop fragiles, et en plus quand elles cassent, elles éclatent, c'est-à-dire qu'elles partent un morceau, et c'est pas terrible. Alors déjà au niveau de la chasse, bon, c'est pas terrible, une flèche qui casse, mais aussi psychologiquement, je reviens un petit peu là-dessus. Comme j'ai dit, psychologiquement, j'aime bien avoir une flèche qui est solide parce que, encore une fois, si jamais elle prend un pet ou quoi que ce soit qu'on ne se rend pas compte, si jamais elle casse au moment de la décoche, vous avez un risque de prendre le tube dans les mains. Bon, après, le risque zéro n'existe pas. Vous allez beau avoir un tube hyper solide, on ne sait jamais, ça peut toujours arriver que ça casse, mais c'est quand même très très rare. Mais ça arrive. Donc voilà, et donc après, ils ont sorti justement cette fibre carbone qui est enroulée. Alors elles sont faciles à voir de l'extérieur, il faut s'y pencher un petit peu quand on regarde de près. Donc la fibre longitudinale, elle est vraiment très très lisse, on la voit bien lisse. Et si on regarde de près, la fibre qui est enroulée, elle fait comme des zébrures en fait. Je ne sais pas si vous voyez d'ici, mais ça fait un petit peu des zébrures. Voilà, ça vous donne déjà un petit peu la puce à l'oreille pour savoir quel type de fibre vous avez sur votre carbone.
Voilà, donc déjà, première chose, ça va être déjà ça. Alors, à la chasse, on peut utiliser du carbone, on peut utiliser de l'alu, on peut utiliser de l'alu carbone. Il y en a beaucoup qui utilisent l'alu carbone, déjà par rapport au poids de la flèche. Ça, on verra un petit peu plus tard, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir une flèche assez lourde au niveau de la chasse. C'est aussi des flèches qui sont quand même relativement robustes, les alus carbone. Moi, le problème que je trouve, c'est des flèches qui sont. C'est le problème un petit peu de l'aluminium, c'est que déjà, bon, les tubes alu, le gros avantage, c'est des tubes qui sont très rectilignes, qui sont très bien faits, mais ça a tendance à se voiler quand ça prend des chocs ou quoi, qu'on voit pas forcément, et elles ont tendance à s'assouplir au fur et à mesure. Elles vieillissent bien moins bien que les flèches en carbone. Voilà. Mais après, bon, bah, après c'est chacun fait comme il souhaite et chacun a ses petites préférences pour l'un ou pour l'autre. Moi, je reste sur du tube carbone pour l'instant. C'est vrai que bon, je n'ai pas approfondi plus loin, mais pour l'instant, je reste là-dessus. Donc, on va parler de ça. Donc, déjà, la matière, voilà, à vous de faire votre choix. Carbone, alu, c'est à vous de voir. On va rester sur le carbone. On va passer à la suite. Donc, comme on a vu, on a premièrement donc déjà la matière. En deuxième chose, eh ben, on va voir le diamètre du tube. Donc, pour l'instant, on va parler essentiellement du tube, d'accord, carbone. Donc, ça veut dire sans empennage, sans encoche, sans insert, sans rien. Le tube nu, d'accord. Pour l'instant, on va parler vraiment que de ça. Donc, si vous avez regardé, vous vous êtes rendu compte qu'il y a différents diamètres. Alors attention, les diamètres indiqués de tube, c'est le diamètre intérieur du tube, d'accord? Ce n'est pas le diamètre extérieur. Tout simplement parce que le diamètre extérieur, il va varier selon le spin de votre tube. D'accord? Ça, le spin, on va voir ça un tout petit peu après. Le spin, c'est la raideur du tube. Donc, pour que le tube soit un peu plus raide, et ben, ils ajoutent de la matière en épaisseur. Mais le diamètre de votre flèche, c'est toujours le diamètre intérieur. D'accord? Donc, les diamètres, il y en a plusieurs. Vous avez du 6,2, vous avez du 6, vous avez du 5,2, du 5, du 4,2. Alors, quel diamètre choisir? Bah ça, c'est un peu à vous de voir. Il n'y a pas vraiment de diamètre défini. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Euh, une grande partie des chasseurs, on va dire côté américain, ont plus tendance à aller taper vers des diamètres 5, 5,2. Pourquoi? Pour une question de pénétration. Ils chassent quand même du très gros gibier, donc ils ont quand même besoin d'avoir une très forte pénétration. Et c'est sûr que plus le diamètre est petit, on se doute bien que ça rentre plus facilement dans la chair. Euh, il y a aussi un petit avantage au niveau de l'aérodynamisme de la flèche. Plus le diamètre est petit, forcément meilleure sera la pénétration dans l'air. Maintenant, le petit inconvénient, c'est que ce sont forcément des flèches qui sont un peu plus fragiles. Mais bon, voilà. C'est vrai que chez nous, on utilise beaucoup du 6-2. Euh, on va dire que c'est un peu le standard de chez nous, chez eux. Leur standard, ça sera plus du 6 ou du 5-2. Voilà, moi après, ça reste, ça se joue à pas grand chose. Moi, j'utilise beaucoup, j'ai commencé avec du 6-2. Je suis resté sur du 6-2. Pourquoi? Parce que j'aime bien avoir une homogénéité dans tous mes accessoires de flèche. Comme ça permet, ça rare pas mal, de pouvoir varier mes encoches, de pouvoir varier mes inserts, mes pointes. J'ai pas besoin d'acheter 50 000 types de pointes de diamètre extérieur différents. Voilà, donc ça me permet de ne pas avoir tout un stock de pointes et autres. Donc je suis resté sur le 6-2. Là, je suis passé sur des Eston, c'est des Classic Hunter, c'est du 6-5, attention. Mais on y met dessus du 6-2. Pour tout ce qui est insert, encoche et tout ça, on y met du 6-2, d'accord? Il n'y a pas encore, ils n'ont pas sorti du spécifique 6.5 parce que de toute façon tout ce qui est encoche et tout ça, ça rentre très très bien. Ça nage pas du tout, les inserts séparés, ça nage pas du tout, ça rentre très très bien, ça y va parfaitement. Donc c'est pour ça que je me suis permis de passer sur du 6.5 parce que ça y va bien. Alors on dirait ouais, 6.5, je commence à grossir un petit peu. Franchement, ça change pas grand chose et voilà. Bon après je vous dirai un peu pourquoi je suis parti sur les Classic Hunter.
Mais après, encore une fois, le choix des flèches est tout à chacun. Si vous êtes renseigné un peu sur les flèches, vous avez regardé les diamètres, donc je vous ai dit, il y en a plusieurs, 6, 2, 5, 2, tout ça. Vous êtes rendu compte que vous avez regardé les inserts ou les encoches, et ben que il y avait d'autres dénominations de diamètre. Vous voyez, insert type H, insert type X, une encoche type S. Je dis, qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Et bien tout simplement la dénomination type S ou type H ou type X, il y en a d'autres, ça correspond au diamètre intérieur de votre flèche, d'accord? Donc le S correspond à un diamètre de 6,2, le H correspond à un diamètre de 6, et le X correspond à un diamètre de 5,2. Je crois qu'il y en a d'autres, je n'ai pas la mémoire non plus extensive, mais voilà, dites-vous bien que ce type S, type X et tout ça, et c'est une classification qui a été faite, je crois que c'est par Liston et Beeman, je crois, pour dénommer les diamètres. Bon, le S pour standard, je crois que le H c'est un standard mais américain, bon, c'est tout un bordel. Bon, bref, voilà, ça correspond à ça. Donc voilà pour les diamètres, vous faites un peu ce que vous voulez. Après, c'est vrai que les 5.2, on a les Axis de chez Exton qui sont très bien, que beaucoup de gens utilisent. En plus, je crois que les Axis, ils ont fait d'autres diamètres, mais ça marche très très bien. Vous avez les Full Metal Jacket, je crois aussi de chez Exton, qui sont en 5 ou 5.2, je sais plus, mais c'est de l'alu-carbone, attention. Voilà, donc vous avez de très très bonnes flèches dans tous les diamètres. Hein, c'est pas... Après le 4.2, ça va plus être réservé pour des tirs sur cible. Je connais personne qui chasse avec du 4.2. Voilà. Déjà, deuxième petit point, le diamètre. Le troisième point, quand vous regardez un peu sur l'achat de vos flèches, vous avez quelque chose qui s'appelle la rectitude des flèches. Alors, la rectitude, qu'est-ce que c'est? La rectitude, c'est la linéarité de votre tube carbone, d'abord, d'accord, qu'il soit bien linéaire. Encore une fois, je le redis, fabriquer quelque chose de parfaitement linéaire ou autre, ça n'existe pas. On a toujours des petites variables. Donc, ces variables-là, elles sont mesurées. Quand vous allez prendre certaines marques de tubes, un peu comme les Easton, les Classic Hunter, et ils ont un peu défini cette gamme-là, des 6.5, avec plusieurs rectitudes. Donc vous avez la 6.5, je pense que c'est la Hunter, je crois, qui a une rectitude de 0,006, d'accord? Ça veut dire que quand on fait tourner le tube, le tube, il ovalise un petit peu, voilà, il n'est pas tout à fait linéaire. Bon, on se dit c'est complètement infime. Oui, c'est infime, mais ça va jouer sur la flexion de la flèche. Ça va donner un petit peu la direction dans laquelle elle va se fléchir. Bon, ça, on verra ça plus tard, c'est autre chose. Après, vous avez celle-ci, la Classic Hunter, qui, elle, est en rectitude 0,003. Donc, on commence déjà à être pas mal. Et ensuite, vous avez une rectitude, je crois que c'est les Matchgrade, qui sont en 0,001. Donc là, on a un tube qui est presque vraiment bien linéaire. Attention, on a encore des marges de tolérance, d'accord? Donc voilà à quoi correspond cette rectitude. Se dit qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Et bien c'est ça, c'est la linéarité de votre tube pour qu'il soit bien droit, d'accord? Voilà à quoi ça correspond. Alors le quatrième point qu'on va voir sur nos flèches, sur nos tubes carbone, ça va être le spin. Quand vous avez regardé sur vos différentes flèches, vous avez vu qu'il y a différents types de spin. Vous pouvez acheter différents types de tubes carbone pour une même flèche. Qu'est-ce que c'est que ce spin? C'est une valeur de référence pour donner la flexion de la flèche. Alors on me dirait pourquoi on donne une valeur de flexion de la flèche et qu'on ne tire pas toutes les mêmes flèches. Tout simplement parce que cette valeur de flexion, elle a toute son importance. Pourquoi? Lorsque vous allez tirer votre flèche va emmagasiner de l'énergie. Quand vous allez armer votre arc et vous allez tirer, l'énergie de votre arc va être transmise à votre flèche. D'accord? Donc de l'arrière de votre flèche, ça va passer vers l'avant
pour pousser la masse qu'il y a à l'avant de votre flèche, d'accord? Donc, votre flèche, on se doute bien qu'elle va encaisser cette énergie, et pour pousser la masse qu'il y a à l'avant, elle va fléchir, d'accord? Et cette flexion, il faut qu'elle soit contrôlée, entre parenthèses. Pourquoi? Tout simplement parce que quand votre arc il est armé, votre flèche elle a une certaine direction, d'accord? Et lorsque vous allez tirer, on a dit que votre flèche elle va emmagasiner de l'énergie, elle va fléchir. Et quand la flèche va sortir de votre arc, elle va avoir un petit effet, elle va se remettre droite, elle va un petit peu tortiller, elle va se remettre droite, mais il faut que quand elle se remette droite, elle soit dans la même direction que quand quand elle était sur votre arc, d'accord? Pour qu'elle parte bien droite et qu'elle garde la même direction. Or, si vous avez un spin, du moins une flexion de flèche qui est trop souple ou trop raide, et quand vous allez tirer votre flèche, elle va emmagasiner, elle va se tordre, et quand elle va se remettre droite, elle ne sera plus dans la même direction. D'accord? J'exagère un petit peu, mais par exemple, quand on est au repos, elle est comme ça, et quand elle va se remettre droite, elle va être comme ça, en exagérant. Et donc forcément, on se doute bien qu'au niveau aérodynamique, votre flèche, elle va partir dans une autre direction. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre flèche elle reste bien droite et qu'elle parte dans la même direction. Et bien pour ça, il faut avoir le bon spin. Il faut avoir un spin qui est accordé à votre arc. Alors, qu'est-ce que c'est que cette référence de spin? C'est une référence de base que donnent les fabricants. Alors, pour les tubes carbone, je parle bien pour les tubes carbone, d'accord? On a un certain type de référence qui est donné ici, 340, 300, 400, 500, 600, voilà. C'est une référence qui est utilisée par une grande majorité des fabricants de tubes carbone, d'accord? Je crois que c'est, si je ne dis pas de bêtises, c'est Eston et Beeman, je crois qu'on utilise ce type de référencement-là. Attention, pour les tubes alu, ils utilisent un autre type de référencement, et pour les fûts bois, c'est pareil. Bon, le principe reste un petit peu le même, mais c'est défini différemment. Sur ces tubes-là, avec ce type de référencement-là, vous allez voir, c'est assez facile à comprendre, cette valeur est assez facile à comprendre. Je prends l'exemple de ce tube carbone qui a un spin de 340, d'accord? Je prends le tube, ce sera plus facile. Pour mesurer cette valeur-là, on utilise ce qu'on appelle un spinemate. Alors, un spinemate, c'est un outil de mesure, c'est un espèce de banc de mesure sur lequel on a deux points d'appui, d'accord? Deux points d'appui qui ont une distance définie de 28 pouces, d'accord? C'est une valeur fixe. Attention, sur les fûts bois, il me semble que c'est 26 pouces, c'est un petit peu différent. Là, on reste sur du carbone, donc on est à 28 pouces, valeur fixe, d'accord? Donc on pose notre tube carbone sur ce banc d'essai. On a un outil ici de mesure qui est une jauge de profondeur qui est très précise. On vient mettre cet outil en contact, attention je dis bien en contact, d'accord, il ne faut pas appuyer dessus. On vient se mettre en contact et on étalonne notre appareil de mesure à 0. Une fois qu'on a fait ça, on vient mettre une masse sur le milieu de notre tube, d'accord, donc sur le milieu des 28 pouces, qui fait 1,94 livres, d'accord, ça fait 880 grammes, pardon. Donc 1,94 livres. On se doute bien que quand on va poser cette masse ici, notre tube, il va fléchir, d'accord, il va se fléchir comme ceci. La valeur de 340 sur ce tube-là, ça veut dire que notre tube, il a fléchi de 340 millièmes de pouce, d'accord? Notre appareil nous sert à mesurer la distance entre le tube au repos et le tube fléchi. Donc, un tube carbone de spin 340 a fléchi de 340 millièmes de pouce. Voilà. Donc, millième de pouce, c'est 0,000 pouces. D'accord? Donc, on se doute bien maintenant qu'un spin de 700 veut dire que notre tube a fléchi de 700 millièmes de pouce. Donc, il a plus fléchi. Donc, plus la valeur du spin est haute, plus on a une flexion qui est forte. Donc, plus on a un tube qui est souple. Voilà. Et plus on descend dans la valeur de référence des spins, plus on a un tube qui est raide. D'accord ?
Donc voilà à quoi correspond cette valeur-là. Donc c'est assez facile à comprendre du coup. Que toutes ces valeurs qui pour le moment voulaient un peu rien dire. Et ben ça veut dire quelque chose. Donc voilà pour les spins. Alors attention, cette valeur-là, c'est une valeur statique, d'accord? C'est une valeur de référence. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que si je prends le tube à l'extrémité et que je le fléchis, eh ben, c'est facile à fléchir, d'accord? Mais si je le mets plus près, je le raccourcis la distance, et ben là, c'est un peu plus dur. Donc, on se doute bien que ce spin-là, eh ben, c'est une valeur de référence parce que si, quand on va faire notre flèche, si au lieu de prendre une flèche de 28 pouces, on prend une flèche de 30 pouces, eh ben, attention, on aura une flèche qui sera plus souple que cette valeur-là. D'accord? Donc, c'est une valeur de référence. Comme je vous ai dit, il faut adapter le spin de sa flèche, il faut l'accorder à son arc. Et pour ça, eh ben, il y a plusieurs petits moyens de le faire. Mais ça, on verra ça un tout petit peu plus tard. Je vous expliquerai ça. Donc voilà pour ce spin, à quoi ça correspond. Le cinquième point qu'on va aborder, eh bien, c'est la masse du tube carbone. La masse a une importance après pour notre flèche. Alors la masse du tube carbone, quand vous regardez les différents tubes carbone, vous avez une masse qui est indiquée en GPI, d'accord? Ça veut dire grain par inch, donc grain par pouce. Donc par exemple sur celui-là, sur un spin de 340, j'ai une masse de 9,3 GPI. Donc ça veut dire que sur 1 pouce, qui correspond à 2,54 cm, sur 1 pouce, eh ben, j'ai 9,3 grains. D'accord? Donc sur un tube, par exemple, de 30 pouces, eh ben, je multiplie 9,3 par 30, ça va me donner la masse totale de mon tube carbone. D'accord? Attention, là pour l'instant on ne compte pas le poids des inserts et compagnie. C'est la masse du tube carbone. Attention, encore une fois, cette masse, tout comme le spin, ont des valeurs de tolérance. D'accord? Le spin, le 340, eh ben, on peut avoir un spin sur un lot de flèches, une flèche qui descend à 342, 341, 338, 339. Selon les fabricants, les marges de tolérance sont plus ou moins grandes. Et ben la masse de la flèche, c'est pareil, on a une valeur de tolérance qui est définie par les fabricants. Et bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je multiplie 9,3 par 30 pouces, je vais avoir une certaine masse. Cette masse peut varier de plus ou moins 1, 2 ou 3 grains. D'accord? Gardez toujours en tête qu'il y a toujours une valeur de tolérance. La fabrication exactement à l'identique de chaque tube ou de chaque flèche, eh ben, n'existe pas. Il y a toujours quelques petites variables. Donc après, bon, les fabricants, selon la qualité des flèches, selon la qualité de leur tube, eh ben, vont resserrer un petit peu ces marges de tolérance. Après, généralement, ils fabriquent dans des gammes de flèches qu'on appelle les match grades. Ce sont des flèches avec des tolérances qui sont beaucoup plus resserrées. Mais voilà, gardez toujours en tête qu'il y a ces marges de tolérance. Donc, encore une fois, quand vous regardez le spin d'une flèche ou la masse d'une flèche, et bien, si vous voulez aller plus loin dans la réflexion, aller plus loin dans le tri de vos flèches et avoir des flèches le plus homogènes possible, et ben, le seul moyen, ça va être d'acheter un SpineMate, de faire vos mesures, de trier vos flèches selon les valeurs que vous allez avoir, et puis de peser vos tubes carbone à la longueur coupée pour avoir des fagots de flèches bien définis et le plus homogène possible. Voilà. C'est pas parce qu'on achète un fagot de 340 qu'elles font toutes exactement 340 de spin. Et c'est pas parce qu'on achète un fagot de 9,3 GPI que font toutes exactement la même masse. Donc gardez toujours ça en tête. Voilà, on peut avoir des flèches exactement identiques,
mais au final, en dynamique, avoir quelques petites différences au niveau du vol, parce que ça n'a pas forcément exactement le même spin ou exactement la même masse. Donc gardez toujours bien ça en tête. Attention, la masse qui est indiquée en grains par pouce est indiquée pour un spin défini, d'accord? Une flèche avec un spin de 340, celle-ci elle a un 9,3 GPI. Si je prends un spin en 400, donc plus souple, et la masse de mon tube sera plus léger. Bien sûr, parce que pour assouplir cette flèche, ils mettent moins de matière. Donc on a une flèche qui est plus souple, d'accord? Donc plus légère. Attention à ça aussi. Donc voilà, la masse de la flèche, une fois montée, a un rôle aussi bien défini. On se doute bien que si on prend une flèche qui est plus lourde, si on prend deux flèches, on prend une flèche lourde et une flèche légère, la flèche lourde aura déjà un meilleur point d'impact, une meilleure pénétration qu'une flèche légère, d'accord. Elle aura aussi un vol un peu plus stable, d'accord. Elle va moins être perturbée aérodynamiquement par les petits vents de travers ou autres. Et puis aussi, elle aura un taux de chute un peu plus régulier qu'une flèche légère. Pour vous donner un exemple un peu de comparaison, vous prenez une balle de golf et une balle de ping-pong, vous lancez ces deux balles à la même force, et vous verrez bien que votre balle de ping-pong va partir un petit peu plus vite au début, mais elle va très vite être freinée, elle va très vite tomber d'un coup, elle va partir droit et d'un coup, boum, elle va tomber, un peu comme un volant de badminton. Quand vous prenez une balle de golf, elle partira un petit peu moins vite, mais elle aura un taux de chute plus régulier. D'accord. Et au niveau du point d'impact, si on fait un chamboule tout avec la balle de golf ou la balle de ping-pong, vous vous doutez bien que vous avez plus de chances de faire de plus de dégâts avec une balle de golf qu'avec une balle de ping-pong. Et pour les flèches, que c'est exactement le même principe. Donc une flèche lourde, certes, aura un taux de chute plus régulier, mais risque d'avoir un trait de flèche un petit peu plus haut. Alors le trait de flèche, c'est quoi? Le trait de flèche, c'est la hauteur d'impact selon la distance de tir. C'est vrai qu'une flèche légère, je dis bien tir en sable, en salle, avec des vannes très fines et tout ça pour éviter qu'elle perde trop de vitesse. Une flèche légère, selon les distances de tir, elle va descendre, elle aura un taux de chute assez faible, jusqu'à une certaine distance où là, ça va se casser la gueule. Un tube plus lourd, aura des points d'impact un peu plus écartés. Elle va tomber un peu plus vite, mais ça sera plus régulier. Voilà. Bon, après tout ça, ça reste. C'est vrai que un chasseur va aller chercher une flèche lourde. Ça, il n'y a pas à tortiller. Il faut aller chercher une flèche lourde. On veut avoir une forte pénétration et au mieux, on veut traverser l'animal pour avoir une forte hémorragie. Alors maintenant, de se dire, ouais, mais je vais perdre en trait de flèche, machin. Je vous rappelle qu'on tire un maximum une vingtaine de mètres. Donc à 20 mètres, le taux de chute et compagnie, ça n'a pas vraiment d'importance. Hein. Donc, aller plus vers un tube lourd que de vous dire je vais prendre un tube léger pour avoir une sortie de flèche plus rapide et puis un taux de chute plus faible. C'est pas vrai. Enfin, oui et non, mais à la chasse, c'est pas ce qu'on cherche. Voilà. Il ne faut absolument pas tirer une flèche trop légère avec son arc. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, quand vous allez tirer, vous avez un transfert d'énergie. Si votre arc il tire avec une flèche trop légère, il ne va pas réussir à envoyer toute son énergie dans la flèche, et donc cette énergie qui va manquer va passer dans les branches, dans la poignée, et là, ça va pas être bon. Vous allez avoir un risque de casse. C'est plus intéressant de tirer une flèche plus lourde, déjà pour un chasseur, comme on l'a dit, c'est intéressant parce que par rapport à la pénétration,
Pour un chasseur, l'autre avantage aussi, ça va être par rapport au bruit que ça va faire. Tirer une flèche légère avec un arc fera beaucoup plus de bruit que de tirer une flèche lourde. Donc, pour un chasseur, c'est clair que le bruit au moment de la décoche est important, ça peut limiter les effets, ce qu'on appelle le saut de corde. C'est l'animal, quand il entend le claquement, qui fait un bond, ou qui saute, ou qui se baisse. Donc, au niveau précision, mine de rien, ce bruit de décoche toute son importance. On a un peu des ordres d'idées par rapport au type d'arc pour la masse. Pour un arc à poulie, on compte à peu près 5-6 grains par livre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un arc, par exemple, de 70 livres, d'accord? Eh bien, il me faut une flèche minimum de 70 livres multipliée par 5 grains. Ça va vous donner une mesure, enfin une masse à respecter, d'accord? Donc, si par exemple, moi je pèse, une fois que ma flèche est montée, je la pèse, cette masse-là, si je tire avec un arc de 70 livres, je divise la masse de ma flèche par 70, il faut que je sois au-dessus des 5 grains, d'accord? Il faut que je sois au-dessus de 5. Voilà, c'est vraiment, descendez pas en dessous. Et, pour un arc tradi, en ordre d'idée, on compte à peu près 8 grains par livre. Donc c'est le même principe, si vous avez un arc tradi de 40 livres, vous divisez la masse de votre flèche par 40 livres, il ne faut pas descendre en dessous des 8 grains. Voilà. Après, vous verrez que, surtout c'est un tradi, ça se ressent plus, avec une flèche plus lourde, vous aurez un tir qui est beaucoup plus agréable. Voilà. Certes, vous aurez un taux de chute un peu plus important, mais franchement, c'est pas... Vous y gagnerez vraiment à tirer des flèches un peu plus lourdes, que ce soit pour le plaisir, mais que ce soit aussi pour la stabilité de vol. Voilà, n'allez pas chercher tout de suite des flèches très légères pour avoir un trait de flèche très fin, et puis vous dire que je vais avoir une sortie de flèche beaucoup plus rapide. C'est vrai, mais ça engendre pas mal d'inconvénients, et surtout ça peut engendrer de la casse. Et ça, une fois c'est cassé, c'est cassé. Alors maintenant qu'on a un petit peu dépatouillé un peu toutes ces données au niveau des tubes carbone, on se dit bien que pour monter une flèche, il va falloir des accessoires, des vannes, des encoches, des inserts, des pointes ou des lames. Alors tout ça, encore une fois, c'est chacun ses goûts, d'accord? Il y a des vannes qui sont plus ou moins adaptées pour la chasse, il y a des vannes qui sont plus ou moins adaptées pour tout ce qui est tir en salle et tir sur cible. Pour la chasse, on va aller chercher des vannes qui sont un peu plus longues ou un peu plus larges pour avoir une meilleure correction, d'accord? Une meilleure correction, un meilleur appui aérodynamique. D'accord? Simplement parce que quand on va mettre des lames à l'avant, c'est un peu comme si on mettait un empennage à l'avant. Donc on va vraiment chercher à avoir un maximum d'appui aérodynamique à l'arrière de la flèche pour qu'elle reste bien rectiligne et que la lame n'ait pas trop de rôle aérodynamique dessus. Mais bon, ça on verra ça plus tard. Mais voilà, au niveau des vannes, on va chercher des plus grosses vannes au niveau de la chasse. Quand vous regardez les tirs sur cible, les mecs qui tirent avec des vannes qui sont vraiment très très fines, minuscules, n'utilisez pas ça pour la chasse, surtout avec des lames, ça sera vraiment pas très efficace. Voilà. Au niveau des encoches, alors ça je vous ferai une petite vidéo au niveau des encoches, il y a des choses à respecter. Mais bon après, à la chasse, c'est vrai qu'on utilise souvent les encoches lumineuses qui sont un petit peu plus lourdes, mais bon, après les encoches, vous utilisez ce que vous voulez. Hein, du moment, le seul truc qu'il faut, c'est qu'il faut que ça aille bien sur votre point d'encochage, c'est tout. Ça, je vous ferai une petite vidéo après là-dessus. Au niveau des inserts, alors vous avez plusieurs types d'inserts. C'est vrai qu'on achète des lames, enfin des tubes en carbone. En règle générale, ils vous fournissent un insert alu avec. Alors, attention, l'insert alu,
c'est vraiment l'insert de base. Ça, c'est un insert à lui aussi, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas ce qu'il y a de plus régulier, on va dire, quand vous l'insérez dans votre tube. Au niveau de la fabrication, c'est pas ce qu'il y a de plus régulier. Peut-être que si vous êtes chasseur et que vous voulez que votre lame soit bien dans le même axe que votre tube, et ben il se peut que votre insert alu ait quelques petits défauts et que vous vous retrouvez avec une pointe un tout petit peu décalée. Bon, ça se contrôle aussi, on verra ça plus tard. Mais voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et puis en plus, c'est très très léger. On va voir que le poids à l'avant a un énorme rôle au niveau du spin et autres. Bon. Au niveau des pointes de cible, bon, bah là, il en existe plein. Celles-là, c'est des pointes field avec une forme un peu définie. Enfin, voilà. Pareil, il existe plusieurs masses. Vous avez en 80 grains, 100 grains, 125 grains, 150 grains. Bon, celle-là, c'est une 100 grains. Hein. Voilà. Moi, je tire que du 100 grains. Je me suis fixé sur du 100 grains. J'ai des pointes en 100 grains et j'ai des lames en 100 grains. Mais l'avantage que j'ai avec ce petit insert qui est fourni avec les Classic Hunter, c'est que j'ai un filetage qui va jusqu'à l'arrière de mon insert et sur lequel je peux visser des alourdisseurs d'insert. Ce qui fait que cet insert-là, il fait 23 grains, et bah derrière, j'ai un alourdisseur d'insert qui fait 50 grains. Alors, on va y venir. Quand on a parlé de tout ce qui était spin, on a bien dit que attention, c'est une valeur de référence pour du statique. D'accord? Alors, comme je vous ai dit, c'est plus facile à tordre aux extrémités que ici. Donc, pour ajuster la flexion de sa flèche à son arc, quand on va faire des petits essais, qu'il va falloir durcir ou assouplir son spin, ça on verra ça plus tard dans une autre vidéo avec des essais et tout ça pour optimiser ces sorties de flèches. Donc on se doute bien que la longueur de votre flèche, eh bien, elle a un rôle sur la flexion, sur le spin de votre flèche, d'accord? Donc ça va être déjà la première possibilité pour modifier la flexion de sa flèche, d'accord? Plus on va mettre une flèche longue, plus on aura une flèche qui sera souple. Plus on va mettre une flèche courte, plus on a une flèche qui sera raide. Attention, on ne peut pas mettre une flèche trop courte, d'accord? Surtout si vous êtes chasseur, votre flèche, il faut absolument que vous la coupiez avant votre poignée d'arc, d'accord? Si vous la coupez ici, bah vous ne pourrez pas mettre vos lames, d'accord? Vous dites, bon, bah moi, mon repose-flèche, il est là, je peux descendre jusque là, mais les lames ne passent plus. Hein. Donc, minimum pour un chasseur, c'est ici, d'accord? On ne verra pas, et encore même, parce que des fois, il y a des lames qui reviennent sur le tube carbone. Donc, attention aussi avec vos lames, quel type de lame vous utilisez pas avant de couper vos tubes. Et donc, voilà, au niveau raccourcissement de la flèche, on est limité. Maintenant, il y a une autre façon de modifier le spin d'une flèche. Eh bien, c'est en alourdissant ou en allégeant l'avant de votre flèche. Donc, plusieurs possibilités. Ou vous modifiez le poids de votre pointe ou le poids de vos lames, vous passez sur du 125 ou du 150. Maintenant, voilà, on est assez limité. Moi, j'aime pas trop. J'aime bien, encore une fois, avoir une homogénéité au niveau de mes pointes et de mes lames. Donc, je suis resté sur du 100 grains. Vous pouvez aussi alourdir, enfin changer l'insert. Vous avez des inserts en laiton ou en acier qui font, je crois, c'est 50 grains, 100 grains, 150, 200. Je crois qu'il y a des 300 grains. Il y en a qu'on peut recouper aussi pour redescendre. Donc, déjà, l'insert, c'est déjà quelque chose qui est vraiment intéressant. Et qui en plus, quand on passe sur du laiton ou de l'acier, eh ben, qui sont bien plus précis, on va dire, au niveau de la fabrication. Attention cependant, sur des inserts laiton et tout ça, là l'insert en alu, il va arriver à peu près jusque là de mon tube à l'intérieur. Vous avez des inserts qui vont aller plus loin. On se doute bien que si l'insert va plus loin, eh ben, ça raccourcit
notre flèche, ça va durcir notre tube. Et oui, c'est pas simple. Donc attention, ça peut, si plus vous mettez un insert qui est long, plus vous allez durcir votre tube. Mais en même temps, vous allez l'alourdir, donc vous allez l'assouplir. Donc voilà, encore une fois, c'est des petits calculs à faire, c'est des tests, c'est des essais. Il y a différentes manières d'y arriver. Vous verrez, petit à petit, on va arriver à avoir une flèche correcte. Donc voilà, au niveau de l'insert, après vous avez des inserts justement, comme le mien, où vous pouvez rajouter à l'intérieur du tube, derrière l'insert, un alourdisseur d'insert. Alors, où vous sortez, vous décollez votre insert, vous le fixez dessus, vous recollez, ou alors il existe un outil où vous enlevez l'encoche, vous venez rentrer l'outil, c'est du BTR, hein, vous voulez un outil, et vous dévissez et puis vous sortez votre insert. Après, moi j'aime bien qu'il soit collé avec l'insert, mon petit alourdisseur. Donc voilà. Donc plus on met de poids à l'avant, plus on va assouplir sa flèche. Pourquoi? Parce que encore une fois, quand on va transférer l'énergie de l'arrière de la flèche vers l'avant de la flèche, et ben, il aura plus de masse à déplacer, donc il va plus encaisser le transfert d'énergie. Donc plus on met de masse à l'avant, plus on a une flèche lourde, plus moins on en met, plus on a une flèche rigide. À l'arrière, c'est pareil, on peut assouplir ou raidir sa flèche. Alors, c'est un peu moindre quand même, il faut quand même le dire. Au niveau des encoches, vous pouvez mettre une encoche plus ou moins lourde. On sait que quand on met une encoche lumineuse, déjà, elles sont un peu plus lourdes. Au niveau des vannes, vous pouvez modifier le poids, déjà en mettant une vanne de plus ou une vanne de moins. Rester sur 3 vannes quand même, minimum. Mais moi, vous voyez, je suis sur 4 vannes, mais c'est pas pour gagner en poids à l'arrière, c'était juste pour avoir un peu plus d'appui aérodynamique avec mes lames. Bon, moi, j'ai des bons vols avec ça. Maintenant, ça marche bien aussi avec du 3 vannes. Hein, y a pas... Après, on peut avancer ou reculer un peu ces vannes pour modifier un autre paramètre. Ça, on verra un peu, on verra juste après. Vous pouvez aussi, pour alourdir l'arrière, mettre ce qu'on appelle un wrap. Les wraps, c'est ça, je l'ai là, vous voyez, c'est un film plastique qui est collé à l'arrière du tube. Ça marche aussi, ça va alourdir l'arrière. Alors, alourdir l'arrière va assouplir votre flèche. C'est l'inverse de l'avant. Pardon, excusez-moi. Alourdir l'arrière va raidir votre flèche. D'accord? C'est l'inverse de l'avant. Et alléger l'arrière de votre flèche va l'assouplir. D'accord? C'est l'inverse de l'avant. Mais encore une fois, c'est beaucoup moins, les effets sont beaucoup moins ressentis sur l'arrière que sur l'avant. D'accord? Donc voilà les possibilités un peu pour modifier le spin, la flexion de votre flèche. D'accord? Maintenant, il y a une dernière possibilité pour modifier la flexion de sa flèche. Comme on a dit, on transfère l'énergie sur sa flèche, donc c'est elle qui encaisse l'énergie de son arc. Et bien, tout simplement, quand on a un arc à poulie, on a la possibilité de régler la force de son arc. Et bien, ça sert à ça. Comme on l'a dit, selon les différents arcs, vous avez des arcs sur lesquels vous avez une plage de réglage qui est plus ou moins grande. Bon, après, quand on rentre déjà sur des arcs de bonne gamme, de milieu de gamme ou de haut de gamme, les plages de réglage se réduisent. Là, j'ai une plage de réglage de 10 livres, c'est-à-dire que je peux régler mon arc de 60 à 70 livres. Eh bien, c'est une plage de réglage qui va me servir à optimiser la flexion de ma flèche. Donc, quand je vais commencer avec des nouveaux tubes et que je vais vouloir optimiser ces tubes, et dans mon arc, je ne vais pas le mettre à 70 livres, je ne vais pas le mettre à 60 livres, je vais le mettre à 65 livres. D'accord? Pourquoi? Et bien tout simplement parce que ça va être un peu la dernière possibilité que je vais avoir, une fois que ma flèche est montée, et pour raidir ou assouplir un peu le spin de ma flèche selon les résultats que je vais avoir lorsque je vais commencer à tester les vols de mes flèches.
Donc, gardez-vous bien en tête que quand vous avez une plage de réglage comme ça, vous avez la possibilité d'avoir une plage de réglage, et ben mettez-vous au milieu, d'accord? Gardez-vous bien cette petite marge qui est quand même hyper utile parce que bah, c'est là où vous allez vraiment affiner le mieux possible. Voilà. C'est vrai que sur un tradi, bah, là, on est bloqué, quoi, on ne peut rien faire. Mais c'est vrai que pour un poulier, bah, c'est le gros avantage. Donc voilà, gardez bien ça en tête. On parle là maintenant d'un spin sur du dynamique. Pourquoi? Parce que bah, maintenant il y a un transfert d'énergie qui se fait et donc on n'est plus sur une référence de base statique où on mesure quelque chose de statique. On passe sur du dynamique, donc il y a plein d'autres paramètres qui vont venir rentrer en compte et qui vont modifier bah, cette flexion de tube. Voilà. Il y a un dernier petit point qui reste quand même très important au niveau de votre flèche, une fois qu'elle est montée, eh bien ça va être le FOC. Alors le FOC, qu'est-ce que c'est? FOC, ça veut dire Front of Center. Le FOC, c'est quoi? C'est le point d'équilibre de votre flèche. Il est là à peu près, sur celle-là. Voilà. Je vais le trouver. Hop, il est ici. Le point d'équilibre de votre flèche doit toujours être situé vers l'avant de votre flèche. D'accord? Il ne doit pas se trouver au milieu, il ne doit pas se trouver à l'arrière. Pourquoi? Plus vous allez mettre de poids vers l'avant de votre flèche, plus vous allez alléger l'arrière de votre flèche. Et donc plus l'arrière est allégé, plus vos vannes pourront corriger la trajectoire de votre flèche. D'accord? Ça sera plus facile pour vos vannes de corriger la queue de votre flèche. Maintenant, ce FOC, ce point d'équilibre, doit rester dans certaines mesures. D'accord? On doit être à l'avant, mais on ne doit pas être complètement à l'avant, et on ne doit pas être non plus trop vers le milieu. Alors, comment c'est exprimé le FOC? Le FOC, c'est exprimé en pourcentage. D'accord? C'est un pourcentage qui est donné de déplacement vers l'avant par rapport au point du milieu. Pour calculer le FOC de votre flèche, donc une fois qu'elle est montée, il faut prendre la mesure de l'arrière de l'encoche. Alors il y en a qui le prennent par rapport au point d'encoche. Moi je le prends toujours à l'arrière de l'encoche et jusqu'à l'avant, donc on enlève la pointe, jusqu'à l'avant de l'insert. Voilà, jusqu'à ce point-là, d'accord? Donc déjà, on a une première mesure, d'accord? Une fois qu'on a cette première mesure, on vient prendre le milieu de la flèche, d'accord? On fait un petit trait. Et ensuite, avec un couteau, on vient le mettre debout, droit, le couteau posé sur une table, droit, et on va venir chercher le point d'équilibre de sa flèche, attention, avec votre pointe ou votre lame, d'accord? Et on va venir chercher le point d'équilibre. Une fois qu'on a trouvé le point d'équilibre, on fait un petit trait. Et donc ça nous donne une deuxième mesure. La mesure entre nos deux traits, d'accord? Entre le point d'équilibre et le milieu de la flèche. Avec ces deux mesures-là, on va faire un petit calcul. Je vous mets la formule juste ici, qui va nous donner le FOC, le pourcentage de ce déplacement vers l'avant. Donc comme je l'ai dit, cette mesure est donnée en pourcentage. Alors, pour vous donner un peu un ordre d'idée des valeurs, il faut que, selon les disciplines, je vais vous donner d'abord les extrémités, un FOC doit se trouver à peu près entre 7% et 17% dans les extrémités. D'accord? Maintenant, ça dépend des disciplines. Comme on a dit, plus le FOC est situé vers l'avant, meilleur on a une correction des vannes. Donc, pour tout ce qui va être tir en extérieur, on va avoir besoin d'avoir une bonne correction des vannes pour un peu corriger les petits vents de travers et tout ça, et puis les petites perturbations aérodynamiques qu'on a. Donc on va venir un peu plus vers l'avant. Maintenant pour un chasseur, c'est aussi très intéressant d'aller vers l'avant, plus vers l'avant. Déjà, premier point, parce que quand on va venir mettre une lame à l'avant, on va avoir un peu comme une espèce d'empennage à l'avant. Donc on va avoir une perturbation aérodynamique à l'avant. Donc on va vouloir vraiment avoir une bonne correction à l'arrière, d'accord, de sa flèche. Donc on va vouloir
que nos vannes corrigent bien la trajectoire. Donc pour ça, on déplace le foc vers l'avant pour alléger l'arrière et avoir une bonne correction. Le deuxième avantage de déplacer son foc vers l'avant, eh ben, ça va être d'avoir une meilleure pénétration, un meilleur point d'impact, quelque chose qui est quand même très important pour un chasseur. Donc un chasseur, lui, il va plus aller chercher un foc à l'avant, d'accord? Donc on va aller, alors 17% c'est vraiment un peu l'extrême, ça sera plus pour des chasseurs qui vont aller chercher du gros gibier, vraiment de la bête vraiment robuste. Pour les Canadiens et tout ça, qui vont aller taper de l'ours ou wapiti ou tout comme ça. Maintenant, chez nous, c'est vrai que bon, le plus robuste qu'on va avoir, bon, ça va être le sanglier, le cerf et tout ça. Bon, je pense qu'en règle générale, un chasseur, il va tourner aux alentours des 15%. Moi, je suis à peu près, ouais, là, sur celle-ci, je crois que je suis à 15%. Donc on va venir chercher, voilà, pour des chasseurs, plus vers l'avant, on va tourner entre les 12 et 17%. Maintenant, un tireur en extérieur qui va faire du 2D, enfin qui va faire du tir 3D, du tir nature et tout ça, il va venir plus aller chercher un phoque basé, enfin situé entre les 9, 10, 11, 12%. Et après, un tireur en salle, il va aller chercher un phoque un peu plus faible, il va aller dans les 8, 9, 10%. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, ça va jouer aussi sur le vol de votre flèche. On se doute bien que quand on a plus de poids à l'avant, eh ben, votre flèche aura plus tendance du coup, à chuter et donc aura un trait de flèche un peu plus faible. Alors, le trait de flèche, qu'est-ce que c'est? Le trait de flèche, ce sont les hauteurs de point d'impact, d'accord, par rapport à la distance de tir. En fait, c'est un peu la courbe de chute de votre flèche, d'accord? Donc, plus on va mettre du poids à l'avant, plus on aura une courbe descendante par rapport à la distance de tir. Et plus on va mettre le phoque à l'arrière, plus on aura un trait de flèche rectiligne, donc une chute un petit peu plus faible, d'accord? Voilà. Voilà pourquoi on déplace plus ou moins. Donc, essayez de bien respecter ce phoque par rapport à la discipline que vous souhaitez faire. Un chasseur qui va aller chasser avec un phoque très arrière, eh ben, il va perdre en pénétration, c'est pas terrible. Et puis en plus, il va perdre en correction au niveau de ses vannes, et encore une fois, ben, c'est pas terrible du tout. Donc voilà, respectez ça bien. Maintenant, ce phoque, il faut, encore une fois, bien y faire attention, parce que comme on a vu, vous faites la correction de vos flèches. Vous vous dites, bon bah merde, mon tube, il est encore trop rigide. Je vais mettre du poids à l'avant, d'accord, pour assouplir mon tube. Ok, vous mettez du poids à l'avant. Sauf que si vous remettez du poids à l'avant, votre phoque, il va se déplacer vers l'avant. Donc, attention. Essayez quand vous faites vos modifs de masse à l'avant ou à l'arrière ou autre, c'est pareil, si vous rajoutez du poids à l'arrière, et ben votre fois qu'il va aller retourner plus vers l'arrière. Donc essayez de bien respecter dans les tolérances que vous vous êtes données par rapport à la discipline que vous voulez faire. Ça reste quelque chose de très important. Donc un phoque, il faut le mesurer au réel pour voir à combien on est. Voilà à quoi correspond ce phoque. Alors, vous allez me dire, c'est bien joli tout ça. Il y a plein de données, il y a plein de trucs, il y a plein de machins. Mais comment je vais faire du coup pour choisir la bonne flèche par rapport à mon arc? Je l'entends bien, c'est pas facile. Eh bien, il y a plusieurs solutions. Alors, la première solution, ça va être de vous pointer à votre archerie et de faire confiance à votre archerie. Lui dire, voilà, moi j'ai un arc de chasse, je veux faire de la chasse, ou j'ai un arc de cible, je veux faire du tir sur cible en salle ou machin. Voilà, je tire 60 livres, je suis à l'aide, je suis bien, je suis calé. Maintenant, voilà, je suis calé. Je veux commencer à optimiser mes flèches, d'accord? Donc là, lui, il va faire quelques petits calculs, quelques petits trucs par rapport à votre arc, d'accord? Parce qu'encore une fois, on accorde une flèche à son arc. Et puis, il va vous dire, bah tiens, il te faut cette flèche-là, il te faut cette longueur-là, avec telle masse en pointe, telle vanne, telle encoche.
Voilà, vous faites confiance à votre archerie et vous allez avoir quelque chose de correct. Dites bien correct. Pourquoi? Parce que lui, il va faire que de la théorie. D'accord? Encore une fois, on reste dans la théorie, il va ne faire que de la théorie, il va ne faire que des calculs. Simplement parce que avoir une flèche qui est réellement optimisée à votre arc, et ben, c'est une flèche que vous avez testée et corrigée. D'accord? Pour l'instant, tant qu'on fait des calculs, on est dans la théorie. La deuxième possibilité, ça va être d'aller sur les tableaux des fabricants de tubes carbone. Donc, si vous achetez un tube carbone de chez Eston, vous allez sur le site internet Eston, vous allez dans tableau de spin et vous aurez un tableau de comparaison, du moins un tableau défini pour choisir le spin de son tube carbone par rapport aux spécificités de votre arc. Donc, vous allez avoir les spécificités, ça va être la puissance de votre arc, la longueur de votre flèche, votre rallonge, la vitesse de sortie de flèche de votre arc. Attention, c'est une valeur donnée, c'est une valeur de référence. Quand vous achetez les spécificités, quand vous achetez votre arc, enfin les spécificités de votre arc, vous avez par exemple, je crois que celui-là, il a 330 fps. Mais c'est une valeur donnée, c'est une valeur de base, d'accord? Ce n'est pas la valeur réelle de sortie de flèche, hein. Attention. Donc voilà, sur ce tableau, et ben vous allez choisir un peu ces valeurs-là. Et puis après, sur différents types de flèches, ça va vous donner une donnée, T1, T10, T7, T trucs. Et ça, et ben par rapport aux flèches, ça va vous donner un spin. Après, vous pouvez un petit peu plus approfondir les calculs avec ces tableaux en choisissant le poids de pointe. Je ne sais plus trop ce qu'il y a, je m'en sers plus trop, mais vous pouvez un petit peu plus approfondir. Voilà. Attention, il y a deux tableaux. Il y a un tableau Campoon, un tableau Recurve. Choisissez bien le bon tableau. Si vous tirez au poulie, vous prenez le tableau Campoon. Si vous tirez au tradi Recurve, vous prenez bien le tableau Recurve. Sinon, ça va vous fausser le résultat. Mais voilà, ça vous donne, encore une fois, un ordre d'idée sur le bon spin à prendre. Spin statique, attention, encore une fois, ça reste un spin théorique, d'accord? Ça vous donne une idée de base, mais il n'est pas dit qu'après, après des essais à avoir modifié le poids, machin, vous ne soyez pas obligé de changer de spin, prendre un spin plus raide ou un spin plus souple. Ça peut arriver, hein. Donc voilà. Deuxième possibilité, c'est ces petits tableaux-là. Et la troisième possibilité, c'est de passer par un logiciel. Alors les logiciels, il y en a plusieurs qui sont sortis. Moi j'utilise un logiciel qui s'appelle Pinwheel. C'est un logiciel qu'on retrouve sur PC, on le retrouve sur Android et on le retrouve chez Apple. Voilà, c'est un petit logiciel qui est gratuit. Je vous mets le lien en bas dans la description. Du moins pour Android, je vais essayer de le trouver pour PC, je vais vous le mettre dessus. Et puis pour iOS, je vous laisse regarder, mais là, je ne suis pas du tout habitué à ça. Voilà, c'est un petit logiciel qui est gratuit, mais il manque quelques petits trucs bien sympathiques quand même sur la version gratuite. Pour ça, moi j'ai pris la version payante, mais je crois que j'ai payé moins de 10 € la version payante, et puis c'est une licence à vie, on va dire, par rapport à votre compte. L'avantage, c'est que du coup, derrière, vous pouvez faire une sauvegarde de vos données, tout ce que j'ai renseigné, vous pouvez le sauvegarder. L'avantage aussi, sur ce logiciel-là, il y en a plein. Alors, le gros avantage sur ce logiciel, déjà, c'est que vous avez une base de données au niveau des flèches, enfin des tubes carbone. Et puis, je crois qu'ils font alu, carbone, ils ne font pas bois, je crois pas. Donc vous avez une base de données. Donc là, le gros avantage, c'est que si jamais un fabricant sort un nouveau tube, il y a des mises à jour qui sont assez souvent. Généralement, ils mettent ça à jour très vite et vous avez tout de suite ce tube carbone, ce nouveau tube qui est dans votre base de données. L'avantage d'avoir cette base de données, c'est que quand vous choisissez un tube, carbone avec un certain spin, il va déjà vous donner le diamètre intérieur, le diamètre extérieur selon le spin, le poids, enfin la masse du tube selon le spin. Voilà, toutes ces données-là vont déjà être rentrées. Vous n'allez pas avoir besoin d'aller chercher sur le site du fabricant et autres, le poids, le machin, le truc.
toutes ces valeurs-là sont déjà données. Le gros avantage aussi d'avoir cette base de données, c'est quand vous allez rentrer toutes vos spécificités et tout ça, et bah, vous allez choisir par rapport à un tube, mais après derrière il va vous donner des matchs par rapport à d'autres tubes, d'autres fabricants. Donc vous pourrez voir qu'avec vos spécificités, et bah, vous trouverez exactement une flèche qui correspond bien, mais chez d'autres fabricants. Donc vous pourrez regarder ces autres flèches qui vont bien. Donc c'est aussi l'avantage de ça. Alors, comment ça marche ce petit logiciel? Je vous ferai un tuto parce que comme ça c'est pas facile à expliquer. Mais en bref, vous allez rentrer toutes les spécificités de votre arc, d'accord? Votre allonge, votre puissance, machin truc. Au niveau de la puissance de votre arc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme on va venir commencer à chercher un petit peu à optimiser ces sorties de flèches et que derrière on est sur du théorique, et ben comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai un arc de 60 à 70 livres, je vais régler mon arc à 65 livres pour garder une marge de réglage. Et ben sur votre logiciel c'est pareil, mettez 65 livres, d'accord? Et puis voilà, gardez cette petite marge de réglage. Donc vous rentrez aux spécificités de l'arc, alors c'est assez poussé hein, parce que on peut rentrer même jusqu'au poids de la visette, le poids des loupes, le poids des accélérateurs, le poids des silencieux, la distance des silencieux par rapport au poulies, enfin il y a pas mal de petits trucs qu'on peut régler. Et ensuite on va choisir les spécificités de sa flèche. Donc je vais dire, moi je veux des Classic Hunter 6.5 en spin 340. Je vais choisir ces flèches, donc déjà il y a déjà pas mal de données qui sont rentrées, mais je vais pouvoir rentrer le poids de mon encoche, le poids de mes vannes, la longueur de mes vannes, la hauteur de mes vannes, si je mets un offset ou pas, le nombre de vannes que je vais mettre, le poids de mon insert, le poids de ma pointe, voilà, je vais pouvoir rentrer toutes ces données-là, la longueur de ma flèche, la longueur de mon tube, et une fois qu'on a fait tout ça, et bah en bref, il va vous dire, il va y avoir une petite jauge qui va vous dire, vous êtes trop souple, ou vous êtes trop raide, ou vous êtes bon. Et voilà. Et le gros avantage, c'est que si vous êtes trop souple, vous pouvez alourdir un petit peu l'avant, dire je vais mettre 125 grains au lieu de 100 grains, et du coup vous allez voir si comment ça va modifier. Le but du jeu c'est d'arriver dans le vert, d'être bon. Le gros avantage aussi, c'est qu'il va vous donner le foc de votre flèche. Comme j'ai dit, attention, quand on modifie le poids à l'avant, le poids à l'arrière ou machin truc, si vous modifiez le poids à l'arrière ou le poids à l'avant, ça va vous modifier le foc. Donc ça vous permet aussi de garder un visuel pour bien rester dans les tolérances que vous êtes données par rapport à votre discipline. Et donc pour moi, ce petit logiciel, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour commencer à avoir une très bonne base au niveau du spin d'une flèche, voilà. Et puis après, on peut aussi très vite se rendre compte que si on veut rester dans les tolérances qu'on veut, avec le foc qu'on veut, et le 340 il suffit pas, il faut que je passe en 300 par exemple. Donc ça peut vous éviter d'acheter 12 flèches en 340, de faire tous vos essais, et de dire putain merde ça passe pas, ça marche pas, j'ai beau augmenter le poids à l'avant, mais du coup maintenant j'ai un foc qui est hors limite, et puis je vais être obligé de passer à 300, mais 340, je vais passer à 3 en foot. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant ce petit logiciel là. Je vais essayer de vous faire un petit tuto en vidéo parce que c'est vrai qu'au début il n'est pas facile forcément à utiliser, mais après vous vous rendrez très vite compte que c'est assez simple. Donc voilà, un peu, alors je suis désolé, c'est une vidéo du coup qui est un petit peu longue, il y a beaucoup de choses à encaisser, je comprends bien qu'au début c'est pas évident, moi quand j'ai commencé c'était pareil, j'étais complètement noyé. C'est pour ça que je vous fais un peu cette vidéo. Mais voilà, pour l'instant, dites-vous bien qu'on reste dans le théorique. C'est pas parce que nos logiciels on a défini la flèche qui ira bien que quand vous allez sur le terrain, vous allez commencer à faire vos essais de vol de flèche, et que celle-ci, elle sera pile poil bonne. Ça peut arriver qu'on soit nickel, mais en règle générale, on a un vol de flèche qui est un petit peu trop à droite, un petit peu trop à gauche. Ça, on verra ça plus tard dans l'optimisation. Mais au moins, toutes ces petites données-là, ça va vous permettre de un peu vous dépatouiller de ce monde. Ça va vous permettre d'avoir une flèche qui correspond à peu près bien à votre arc, une flèche qui n'est pas dangereuse pour votre arc, comme on a dit, flèche légère, flèche lourde, et puis de savoir à peu près vers quel type de flèche vous souhaitez vous orienter selon la discipline vers laquelle vous souhaitez vous orienter.
Voilà, du moins, en tout cas, ça reste un peu dans la globalité, mais c'est vrai que j'ai un petit peu orienté ça pour l'arc à poulie type échasse, mais dans la globalité, toutes les spécificités vont un peu pour tout, hein. Si vous faites du tir sur cible ou si vous faites du tir au tradi, et ben c'est la même chose, il faut avoir le bon spin de flèche, il faut avoir la bonne flexion de flèche, il faut avoir le bon foc, et donc il faut avoir la bonne masse à l'avant, le bon poids à l'arrière, les bonnes vannes qui vont bien. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a pas trop embrouillé le cerveau, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Fadark. Vous nous retrouverez aussi donc du coup sur la page Facebook les Fadark. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'y mets toutes mes vidéos, vous m'y retrouverez. Vous retrouverez aussi d'autres tireurs à l'arc, qui soient débutants ou confirmés. Donc si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à la poser sur la chaîne, enfin sur le groupe Les Fadark, et bien on se fera un plaisir de vous répondre. Allez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!